Bonjour, ici P The Builder, avec comme invité Fatou Terra. Bonjour tout le monde. Tu vas bien? Oui, ça va et toi-même? Ça va, Moi, je vais bien. super. Le confinement, Ça va. Écoute, j'ai profité de ma famille. On va pas se voiler la face. Avec le boulot qu'on a, du coup, on a passé 3 mois avec nos enfants. Et ça nous a fait énormément de bien de nous retrouver en famille. ça Donc, fait c'est pas le mal de côté bien. positif qu'on va garder du confinement. C'est ça, Voilà. c'est ce qu'il faut absolument garder. Exactement. Fatou, Yes. je veux revenir sur ton parcours, Ouais. de tes débuts jusqu'à aujourd'hui, par où t'es passé. D'où tu viens? Du Mali, comme Terra. toi. Ouais. Hein. on peut pas faire plus. On peut pas faire plus. Oui, non, je suis métissée malienne et française. Et donc, j'ai grandi à Créteil, Ponto Combo et Recréteil. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui t'a animé dans la vie? Les cours, le travail, qu'est-ce qui t'a ramené? C'est la danse. C'est la danse? Ah ouais. Depuis toujours? Depuis toujours. En fait, on va pas se voiler la face. Au Mali, tu connais, on se retrouvait tous les enfants du quartier devant une maison. On chantait, on dansait. Et pour moi, c'était la vie. Et jusqu'à présent, je considère que c'est la vie. Ça te suit de ta naissance jusqu'à ton décès. C'est mignon. Mmh. C'est ça qui t'a animé Ah ouais. depuis Ouais. toute petite? Toute petite. Et quand je rentrais ici, quand je suis venue ici et que, c'était encore les vacances scolaires avant qu'on reprenne l'école, je comprenais pas pourquoi on se retrouvait pas en bas pour chanter et danser. Parce qu'on faisait ça le soir, tu vois. T'étais au bled, quoi. Ouais, voilà. Et du coup, ça me dérangeait, en fait, de pas avoir cet échange, cette attraction-là, en fait. T'as quel âge à ce moment-là? J'avais 5 ans. 5-6 ans, t'es Ouais. vraiment petite. Ouais, j'étais vraiment petite. Après, j'ai un papa qui adore la musique et qui m'a fait baigner dedans. C'était très éclectique, on écoutait vraiment de tout. Et j'adorais ça. Donc, partout, dès qu'il y avait des fêtes ou autre, tu pouvais être sûr que, hop là, il m'emmenait avec lui, bras dessus, bras dessous. Et puis... Ça allait Ouais. écouter du son, Voilà, c'est ça. danser, plus C'est la ça. culture. C'était la liberté. C'était la liberté. Et puis, tu voyais tous les âges, en fait. C'est même pas que les enfants ou que les adultes ou que les personnes âgées. C'est tout le monde se retrouve ensemble. Et en fait, je crois que c'est ça qui m'a attirée dans la danse. C'est qu'il n'y a pas de catégorie socio-professionnelle et il n'y a pas d'âge. Et on se retrouve tous ensemble et on partage ensemble un moment, ce moment T là. Et en général, dans ta vie de tous les jours, tu vas te rappeler d'un moment de ta vie, ça va être forcément lié à une musique. Ouais. Voilà. C'est vrai. Tu t'envoies tout, tu donnes tout. Non, je sais pas, tu me demandes. Non, c'est bien, c'est bien. Je sens la passion là. Tu vois, je voulais te laisser encore en envoyer là. Non, j'attends parce que sinon, je risque de parler jusqu'à et après on va dire time's up. Et... Non, c'est l'objectif de ce podcast, l'expression. Hein. Je jure. Mais ok, on va monter, on va grandir. Voilà, là, tu as 10, 12 ans. Ok, Tu 10, continues 12 ans, je continue. Là, je suis à Ponto Combo. Et du coup, 12 ans... Ouais, attends, 12 ans... Ouais, c'est ça. 12 ans, toujours dans le kiff de la musique. Là, tu commences à avoir les sons intéressants. Ce qui t'attire, Qui la arrive. musique qui te parle. Exactement. Donc là, on parle de soukous. On était à Ok, c'est fond ce qui te dedans. parle. C'était ce qui me parlait. Oh, lourd. Ouais. J'étais à fond dans le soukous. Après, y a le hip-hop qui est arrivé. Et là, grosse claque, en fait. Super grosse claque. C'était... Je sais pas comment expliquer, en fait. C'était puissant. C'était puissant parce que... t'apportais de la joie, mais en même temps, il y avait cette lourdeur de ce qu'on vit tous les jours, qui est pas forcément évident et qu'on comprend pas forcément quand on est ado. Tu vois. C'est vrai. Et après, c'est quoi, 92, 93, c'est là où j'ai entendu mes premiers sons de ragamuffin. Et depuis, je me suis plus séparée d'eux, en fait. Ah ouais. Ouais. Dans le hip-hop, t'as des artistes qui t'ont le plus parlé? À l'époque, j'écoutais beaucoup Public Enemy. Ok.
Après, c'était toute la clique qui en suivait, quoi, tu vois. Tout ce qui sortait, tu mangeais. T'étais dedans, c'est ça. Franchement, c'était une bonne époque. C'était une bonne énergie. Ouais, c'était une bonne énergie, tu vois. Même dans le rap français. Ouais. On était là, on écoutait, on répétait, on rechantait, tu vois. Même Daddy Mori, Raga Sonic, tout ça, on répétait leurs chansons. Ça t'a vraiment pris le reggae, le raga, toute cette catégorie. Ouais, énormément. Et là, t'as envie d'écouter du son, t'as envie d'en jouer, t'as toujours envie de danser? Toujours envie de danser, toujours ce kiff d'écouter. Ce qui me manque, c'est la scène. C'est la scène. Ouais. À ce moment précis, quand tu te découvres. Aujourd'hui, là, pardon. Du coup, Aujourd'hui, ce qui me manque, c'est la scène, d'avoir du live. Je trouve que ça manque, le live, les live bands. À regarder ou à jouer ou à danser toi-même? Les deux. Écouter, danser, parce que forcément, quand tu l'entends, ça rentre dans ton corps, donc tu vibres, tu vois. Tu vibres direct. Ah ouais. Non, donc voilà, non, ouais, après... Donc si on revient 92-93, c'était l'époque de... Quand on dansait, c'était l'époque de la New Jack, tu vois, avec les Guy, les R. Kelly et compagnie, on était à fond. Zap. Tu vois, voilà, c'est ça. Tu vois, et les Black Girls, tous ces groupes-là, on était à fond et tout. Et puis après, il y a un Shabba Ranks qui est arrivé dans nos oreilles. Et ça, je me rappelle, on faisait, tu sais, les sorties de classe, là, les voyages de classe. On est parti en Angleterre. Ouais. J'avais eu un petit peu d'argent de poche et tout. J'arrive, je vais direct dans un disquaire. Et là, je tombe sur l'album, justement, de Shabba Ranks en cassette audio à l'époque. Donc j'ai pris ma cassette audio et j'en pouvais plus, j'étais à fond et je faisais que l'écouter. Et après ça a enchaîné avec les Shabba Ranks, les Metal Sound, et là j'en pouvais plus. Ouais. On t'a perdu. On m'a perdu. Tout arrête de danser, impossible. Je te jure. Et du coup, en fait, on était un petit groupe au collège, tu vois, qui dansait entre nous et tout. Et puis ça se passait les cassettes vidéo. Donc à l'époque, c'était les cassettes vidéo de MC Hammer, Janet Jackson, Michael. MC Hammer, dansait sérieux. C'est ça, tu vois. Donc, c'était les cassettes qu'on se passait et puis qu'on t'a fait. Et après, j'ai vu ce step-là, vas-y, viens, on y va. C'était trop ça. Et quand on faisait nos shows, c'était obligé, fallait qu'on fasse une dédicace raga, tu vois. Donc, en plein show, tu vas avoir de la hype, de la New Jack et tout. Et puis, d'un seul coup, tu vas avoir un petit ouina, ouais, tu vois. Tu as vu les chants, c'est pas pour moi. Non, mais je vois que ça t'anime direct. Mais c'était ça. C'est ta passion. C'était lourd. Et puis après, tu avais toujours le soukous qui était là, le dombolo. On touchait vraiment à tout, tu vois. T'avais un crew à ce moment-là, un groupe de danse? Alors, il y avait le groupe des gars, j'étais leur mascotte, là, les 8DC, je leur fais une petite dédicace, ils se reconnaîtront. Et puis après, on a eu le petit trio, un groupe de filles, on s'appelait les 3 BG. Les Three Black Girls. Three Black Girls. J'ai 3 beaux gosses. Tu vois. Les Three Black Girls. Et du coup, on évoluait ensemble et c'était top. Et après, en fait, à Ponton, on a réussi à avoir une salle, on l'avait appelée la salle du temps. Et on s'est retrouvés tous les danseurs de la ville et des régions, en fait, autour. Et du coup, t'avais des breakers, des lockers, des poppers, tu vois. Et du coup, en fait, on échangeait. Donc, ce qui fait que j'ai touché un petit peu à tout, tu vois. J'ai fait un peu de pop, un peu de lock, un peu de break, tu vois. C'était la big girl, ouais. J'étais gymnaste. J'aurais bien aimé te voir avec ton starter, ta chaîne et tes filas au yep. Ah non, c'était même pas les filas, c'était les Run DMC. Run DMC ou les troupes. Les Run DMC. T'as des photos de toi comme ça? Ah, je dois avoir, faut que j'en retrouve. Vas-y, je veux bien en avoir une ou deux là. Si, je dois avoir. Et puis, c'était pour les shows, je me rappelle un des shows Three Black Girls, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait acheté, tu sais, les bleus de travail à l'ancienne. Mais comme on était des filles et qu'on voulait se revendiquer filles, tu vois, on avait coupé, on en avait transformé en crop top avec les pantalons que tu trouves partout aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était compliqué d'en trouver, tu vois. Donc, on avait fait nous-mêmes, donc le bleu de travail bien large. Et puis, le petit crop top, tu vois, on avait resserré et tout. J'avais mis ma mère
à la couture. Et après, on avait tagué notre logo 3BG, tu vois, au dos. Et tout, c'était le top. Cette petite aventure, elle a duré combien de temps? Oh, je pense un bon 5-6 ans. Hein. 5-6 ans? Ouais, ah je ouais, pense. Hein. C'était sérieux? Ah ouais, on faisait nos meilleurs shows dans tous les quartiers. Vous alliez Dès de qu'il y avait quartier en les fêtes quartier, de quartier... de vous-même, on vous appelait ou c'est vous qui vous déplacez? On allait les voir, on leur disait. Après, forcément, on avait entendu parler de nous. Donc, c'était le bouche à oreille, tu vois. Et dès que tu avais des potes qui dansaient, ouais, il y a aussi tel groupe, vas-y, viens, on les appelle. Et voilà, donc 77, on faisait le tour. Et on s'éclatait, groupes féminins ou vous étiez les seuls à ce moment-là? C'était mélangé. Il y avait de tout. Ouais, t'avais vraiment de tout. C'était mélangé. Et le groupe à l'époque qui cartonnait de ouf et que tout le monde qui d'ailleurs est toujours reconnu aujourd'hui et que tout le monde se référait, c'était Wanted Posse. Ah, ils viennent de là-bas? Ouais. Ok. Et du coup, on prenait grave exemple sur eux, quoi. C'est vrai qu'ils ont cartonné. Ah ouais, ils ont cartonné de ouf. Individuellement et en groupe. Et en groupe, ouais les deux. Donc voilà, c'était ça. Après, j'ai mes parents qui ont divorcé. Et j'ai déménagé, donc je suis retournée sur Créteil. Et ça a été une période un peu difficile. Et c'est ça qui a fait que je me suis mis encore davantage dans la danse. Ok. C'était mon moyen d'expression. Ton moyen d'évasion. D'évasion, exactement. Et à ce moment-là, tu as choisi une musique ou tu étais toujours dans Non, l'ensemble? j'étais encore dans l'ensemble. J'étais C'est quoi, vraiment dans ta chambre? Tu dansais? Dans ma chambre. Après, j'étais au centre social qui est juste en face de chez moi, à Kennedy. Et j'ai été les voir, j'ai dit j'aimerais bien donner des cours et tout, mais j'étais pas majeure. Ils ont dit on fait un deal, tu donnes les cours et nous on te paye le BAFA. J'ai dit yallah, ça me va très bien. Et du coup je donnais cours dans mon quartier et après j'ai rencontré Radia avec qui pareil, on était 3 filles encore une fois. On a créé un groupe qui s'appelle Factadia. Donc même chose, on a tourné dans tout Créteil. On s'est rapproché de la compagnie Montalvo Hervieux à l'époque qui était sur Créteil. Et du coup, j'ai eu la chance de rencontrer Montalvo. Et du coup, il m'avait utilisée comme assistante chorégraphique en hip-hop à l'époque. Et lui, en fait, il avait mélangé tous les univers. Donc ça veut dire que toi tu faisais du hip-hop mais sur du classique et les gens du classique dansaient sur du hip-hop. Tu vois, c'était l'un des premiers à mettre en avant la danse en hip-hop. Là c'est ton premier métier. Mixer les choses. Là je faisais mes études en même temps pour être prof de sport. Ok. Donc en même temps je continuais mes études puisque tout ça c'était étudiante. Et après, ils avaient fait un casting pour leur troupe et intégrer la compagnie pour faire des spectacles longs. Donc là, ça allait devenir mon métier. Mon père, il m'a mis un gros stop. Il a dit, là. Tu vas faire d'abord tes études. J'ai dit, ok. T'as suivi? J'ai suivi. J'ai fait, je lui en voulais. Hein. Mais aujourd'hui, je lui dis merci. Ok. Parce qu'au final, j'ai appris énormément de choses qui m'ont permis d'avoir mon studio, par exemple, aujourd'hui, et de savoir le gérer. Voilà. Donc, pour moi, j'estime que, des fois, on veut faire un chemin, et puis au final, pour arriver au bout de ce chemin, on va passer par d'autres étapes, mais ces étapes, au final, elles sont importantes parce qu'elles font qui tu es aujourd'hui et te permettent d'avancer dans une dimension que tu n'avais peut-être pas prévue à ce moment-là. Très important ce que tu dis. Exactement. Ouais. T'as bien fait d'écouter papa. Voilà, tu vois. Vous entendez les enfants là? Donc voilà. Et puis, écoute, après, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'enseignais pas encore en raga, puisqu'à l'époque, on disait encore raga. C'est à l'ère de Sean Paul où on a commencé à entendre le nom dancehall, tu vois. Mais nous, ici, en France, on n'entendait que ragamuffin, raga reggae. T'avais des compiles qui s'appelaient... C'était surtout basé sur les artistes qui chantaient. C'est ça, exactement, tu vois. Qui s'exprimaient. Et voilà. Et donc, nous, on le dansait en soirée, on faisait des dédicaces dans nos shows et tout. Mais pour moi, on ne l'enseignait pas, tu vois. Et puis, c'est en 2002, j'ai rencontré Laure Courtelmont, qui donnait des cours de raga jam. J'ai dit, mais non, c'est pas vrai. On peut donner des cours de raga. Et j'ai kiffé, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Mais c'est quoi? Il faut un diplôme? Il faut... Alors, à l'époque, non, il n'y a pas de... En fait, tu sais, dans le milieu
dans le milieu des danses de rue, entre guillemets, il n'y a pas de diplôme comme tu peux avoir dans le classique, le contemporain et tout ça. Donc, ça n'a pas été établi et j'ai envie de te dire, pour moi, la partie, si on doit mettre un diplôme, pour moi, il faut que ce soit le théorique, mais pas la pratique. C'est comme, tu vois, c'est comme en peinture. En peinture, tu vas avoir des cours pour t'expliquer ce qu'est l'abstrait, le concret, mais après, c'est toi qui décides le chemin que tu vas prendre dans ta peinture. Pour moi, la danse, c'est pareil. On peut te donner toutes les bases, mais après, c'est ton ressenti, en fait, par rapport à la musique. Tu vois ce que je veux dire ? Si on apprend tous la même chose, au final, on va tous devenir des moutons. Et au final, pour moi, c'est là où la culture va perdre de son essence. Je suis d'accord. Tu vois ? Donc, diplôme, oui, pour la théorie et surtout pour le corps humain. Parce que la maîtrise du corps humain. C'est ça. L'anatomie. L'anatomie. Parce que quand tu vas enseigner, il faut que tu fasses attention au type de personne que tu as en face de toi. Donner des options pour les gens qui ont des problèmes de genoux. Après, tout dépend à qui tu enseignes. Mais tu vois, si tu enseignes au tout public, il faut que tu aies conscience de ça. Tu vois, et c'est important ce que tu dis. Dans ton rôle de danseur, de prof, il y a l'anatomie. C'est ça. Il y a la psychologie, il y a d'autres facteurs. Il y a tous ces facteurs que dans l'enseignement qu'on ne va pas forcément voir et qui sont vraiment importants. Ce côté psychologie, comme tu dis, quand la personne elle rentre, tu vois un petit peu quel type de personne qui va entrer, si c'est une personne qui est timide, réservée, qui a envie de se dépenser, que sa journée, c'était pas ça, elle a besoin de voyager, quoi. Tout simplement, ou si c'est quelqu'un qui vient et qui a envie de progresser, qui veut aller plus loin, qui veut comprendre, qui veut s'exprimer exactement. Donc pour moi, oui, c'est vrai qu'il faut ce côté-là, ce côté théorique, pour moi, est important. Après, tu l'apprends aussi sur le tas. Mais tu vois, moi, c'est mes études de STAPS. Il l'installe. Ça existe. Alors, je sais qu'il y a un pourparler pour mettre en place un DE en hip-hop, mais pour l'instant, c'est encore un pourparler. Donc, et il y a des bases pour installer un DE. Est-ce que les danseurs ils seraient d'accord par exemple ? Là, je te dirais de réunir les personnes qui ont été contactées, justement, de ce milieu-là. Il y a des danseurs qui ont été contactés et justement qui discutent de ça. Okay. Je t'avoue que je ne suis pas complètement imprégnée dedans, donc je n'ai pas envie de te dire de bêtises et dire ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Il faudrait se diriger vers eux pour en savoir un peu plus. Ouais. Toi, là, tu arrives à Créteil, tu proposes pour donner des cours. C'est ça. On te donne le BAFA en contrepartie. Voilà. En parallèle, tu continues tes études. Exactement. Par force s'il le faut. Mais en tout cas, tu vas continuer. Non, mais après, j'ai quand même fait quelque chose que j'appréciais. Parce que tu vois, j'étais forte en maths et papa, il voulait absolument que j'aille me diriger vers les mathématiques, tu vois. Donc c'était easy. Donc j'ai dit non, je vais pas dans les mathématiques. Moi, je veux être prof. Quoi qu'il arrive, je voulais être prof. Donc, je voulais être prof de sport parce que j'adorais aussi le sport. Et puis, à l'époque, il fallait valider la natation quand tu étais en STAPS. La natation. Et moi, comment te dire que ça fait peut-être 12, 20. Quand j'ai passé les tests, vu que les gymnastes, on a la même carrure un peu que les nageurs. Donc, on m'a regardé, on m'a dit alors, Yann Torp. J'ai dit, ouais, bien sûr. C'est l'inverse. Ils ont rigolé, ils ont dit « Ah, c'est plutôt le Guinéen qui a fait les Jeux Olympiques. » là. Ah merde, t'es pas bonne en natation. Non, archi pas. Mais j'ai appris. Donc j'ai appris énormément de choses. Et après, j'ai appris aussi par rapport au corps des Africains, tu vois, où les os, en fait, des membres inférieurs sont plus lourds. Donc du coup, automatiquement, on n'a pas la même... j'ai oublié le terme. La même flottaison, en fait. Donc, forcément, on aura plus de force, tu vois, au niveau de l'eau. Quand on va nager, on va devoir se dépenser plus, tu vois, que les autres. Parce que du coup, nous, il faut tenir les jambes là-haut, quoi. Ouais, j'ai déjà entendu. Tu vois ? Ouais. Nos membres inférieurs sont plus lourds. Sont plus lourds. Ouais, donc forcément, ça joue. Tu vois ? Du coup, t'as pu quand même l'avoir. Donc, du coup, non, je l'ai pas eu. J'ai fait... en première année, il fallait faire 400 mètres. Pour les filles, c'était en 8 minutes pour avoir 10 de moyenne.
J'ai fait 9 minutes, ça faisait déjà 0. Yeah, Non, ok. les barèmes, il était hardcore. Dans les autres disciplines, je me débrouillais super bien, mais la natation, c'était le seul point où qu'il fallait valider. Donc j'ai été jusqu'au DUG, et après le DUG, je me suis rendu compte que ça va pas être possible, parce que au DUG, tu passes avec le mannequin il fait 60 kilos. Ben, moi, je faisais 50 kilos tout mouillé à l'époque. Donc, le mannequin était plus lourd que moi. C'était compliqué. Mais je voulais rester dans le milieu sportif. Et du coup, entre-temps, il y a le Dust métier de la forme qui était sorti. Donc, du coup, je me suis dirigée vers ça. Et là, j'ai kiffé. J'ai fait une licence pour être coach sportif. Tu l'es devenu? Ouais. Ça s'est déroulé en combien de temps, tout ça? Du coup, ça m'a fait 5 ans. J'ai fait 2 années en STAPS. Et après, j'ai fait 3 ans pour être coach sportif. Ok. Voilà. Et du coup, là, après, j'ai travaillé dans des salles de remise en forme. J'ai travaillé aussi avec une équipe de hand que je coachais du coup au niveau sportif. Et puis, à côté de ça, je reprenais la danse et tout. C'est vrai que j'ai eu cette petite frustration quand même de voir mes potes évoluer dans la danse pendant que moi, du coup, je faisais mes études. Et puis je m'étais dit, la danse, ce sera pas pour moi en fait. Enfin, je pourrais pas en faire mon métier. T'avais réussi à te mettre ça en tête. Je m'étais mis ça en tête parce que je m'étais dit, c'est peut-être trop tard. Tu vois, en plus, à l'époque, quand tu faisais les castings et autres, c'était jusqu'à 25 ans maximum. Tu vois, moi, j'ai terminé. Faut savoir que j'ai fait le grand chelem au lycée. Hein. C'est-à-dire 2 secondes de première, de terminale. Ah ouais? Ouais, j'ai fait un bac S, mais j'ai fait le grand chelem. Donc, du coup, j'ai terminé mes études, j'avais 25 ans. Tu vois. Et 25 ans, pour un danseur à l'époque, c'était déjà âgé en fait. Tu vois. Donc voilà. Donc du coup, pour te faire connaître, tu vois, c'était déjà un petit peu âgé. Tous les castings que tu passais, ils disaient toujours entre 18 et 25 ans. Et voilà. Ma chance, c'est que ma tête d'enfant là, ça passait bien. Elle te permet de passer. Oui, on voyait pas forcément que j'avais... Donc à 26 ans, c'est bon, elle a 24 ans, c'est bon. Elle passe. C'est ça, j'y allais quand même. Et donc voilà, donc du coup, j'ai eu la chance de danser après pour différents artistes, donc comme Chris, Daddy Mori, Dragon Devi, Tiwoni. Même avec Tiwoni et Dragon Devi, justement, en plus, on avait fait l'avant-première de NTM à Bercy. Okay. C'était archi lourd. D'où la scène. Là, t'as eu ta scène. Là. Ouais. Et puis avec Chris, c'était en live band. Donc du coup, c'était l'euphorie, quoi. C'était top. Ça a duré combien de temps? J'ai fait ça pendant 4 ans. J'ai fait des petits clips aussi. Ouais, pendant 4 ans, j'ai fait de la scène et des petits clips. C'était bien. Et à côté, j'enseignais toujours. Donc j'enseignais à la MJC du Montmélie. Et après, avec Raga Jam, j'ai pu enseigner dans des salles de remise en forme, et ainsi qu'au centre Rico Doms et au studio harmonique. J'ai eu les portes qui se sont ouvertes pour enseigner. Au fur et à mesure, voilà. Entre tes différents artistes avec qui tu travaillais. C'est ça. Voilà. T'étais payée? Et ouais, bien sûr, tout à fait. Et j'étais payée. Après, les clips, non, pas tous les, pas pour tous les clips. À l'époque, ouais, c'était pas forcément rémunéré à l'époque. Les concerts étaient rémunérés, les avant-premières, pas forcément, tu vois. Mais c'était le kiff d'être sur scène, quoi, tu vois. À 25 ans, tu sors des études, t'as fini, tu commences à respirer. Il est un peu juste, ou t'es un peu âgé pour être connu en niveau danse. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Non, je réfléchis pas à ça. Tu réfléchis pas? Non, je me dis, je veux y aller, j'y vais. Donc, tu sors de tes études, ouais. Tu sais qu'il faut que tu y ailles. C'est ça. Okay. J'ai mon boulot à côté pour subvenir à mes besoins. Celui-là, il était basé? Il était basé. Donc, j'étais prof dans une salle de remise en forme. Et à côté, tous les soirs, je me butais, j'allais danser. Et voilà. Toute et seule? Après, non, avec des potes avec qui je dansais auparavant. On s'entraînait au centre commercial de Créteil. Donc, t'attendais que tout le centre ferme. Donc, on allait répéter à partir de 22h, tu vois. Et 22h, minuit, voilà. On y allait, on se butait. Et puis après, dans la MJC de Créteil, j'ai enseigné, je crois, peut-être pendant 4 ou 5 ans. Et j'avais des ados qui cartonnaient. Et
Et du coup, une année, c'est une des élèves en plus qui m'a dit, c'est Johanna, qui a été notre manager, qui m'a dit, mais pourquoi tu crées pas directement ton groupe de danse? Et c'est là où j'ai créé Sensu Afro. Ok. Et t'as impulsé l'idée. Et elle m'a impulsé l'idée. Et donc, donc j'ai sélectionné les filles qui faisaient partie de mon cours. Et on a lancé le truc. Et de là, tous les contacts que j'avais, on a renoué et on faisait des scènes, pareil, tournage de clips et tout. Et là, votre groupe? Ouais. Vous étiez combien? C'est ça. On était 7, mais toujours 5 sur scène. Ok. Pour, tu sais, au cas où, s'il faut des remplacements et tout. Et après, on est resté à 5 à la fin. Et les filles ont continué sans moi quand j'ai eu mon petit garçon. Et il s'est passé beaucoup de choses entre les deux. Ah ouais, oui, il s'est passé beaucoup de choses. Mais voilà, comme je te parle de Sensu Afro, par rapport à la naissance de ton fils. La naissance de mon fils et puis la mise en place du studio émergé. Mais en amont de la mise en place du studio émergé, là, ok, tu es dans ce collectif. Qu'est-ce qui te donne envie de monter mon studio? D'être une entrepreneuse. Alors, d'aller dans ce sens-là. Qu'est-ce qui te donne envie de créer ton propre truc? Quand j'ai rencontré Laure Courtellement avec toute l'équipe et avec qui j'ai progressé et évolué, il y en avait une parmi eux, donc c'était Stéphanie. Elle m'a dit c'est quoi ton objectif? Et j'ai dit moi je voudrais ouvrir ma structure pour partager et donner aux gens. Et à l'époque, dans ma tête, ce serait au Mali. Tu voulais monter ta structure de danse au Mali? Ouais. Bon, au Mali, on se moquait de moi. Là-bas? Ah oui! Ils trouvaient ça... Ma tante, elle m'a dit, mais nous, on sait déjà danser. Tu vois? C'était en mode, il n'y a pas besoin, en fait, tu vois. Et... Mais c'était mignon, tu vois. Je voulais allier la danse et le sport là-bas. Tu vois, je voulais vraiment mettre un truc en place où j'allais allier et la danse et le sport, tu vois. Parce que plus les années passaient et plus, tu sais, avec l'arrivée des antennes paraboliques et tout, toi aussi, tu vas régulièrement. Ça a évolué, ça a changé. On voit plus les jeunes comme avant qui se mettent comme nous, qui allaient devant une maison, qui chantaient, qui dansaient. Ça s'est un petit peu perdu, tu vois. Pas mal. Voilà. Et je voulais essayer de remettre ça au goût du jour, mais d'une autre façon. Tu vois. Donc c'était ce que j'avais en tête. Et ça, quand on en a parlé, c'était en 2004-2005. Okay. Tu vois. Et 2008, donc, j'ai mon actuel mari, Pilate, qui me contacte par le biais d'un danseur avec qui je dansais pour Tiwoni, et qui me dit, oui, je cherche un prof de raga, est-ce que tu es dispo? J'ai dit oui, il n'y a pas de souci, donc je vais. Il avait son association qui s'appelait Émerger. Il faut savoir que moi, donc en 2004, quand j'avais mes élèves... avant de créer Sensu Afro, donc on participait, tu sais, aux cartons de basket et les mi-temps de handball, et du coup tout le groupe, tout le collectif, parce qu'ils étaient 45, je les avais appelés Émergence. Ok. Voilà. Il y avait déjà un petit lien. Voilà, sans se connaître, sans savoir. Et donc voilà, donc du coup de fil en aiguille, on est devenus proches, puisque maintenant c'est mon mari et qu'on a eu 2 beaux enfants. Au début partenaire. C'est ça, au début partenaire. C'est lui qui impulse le business, c'est lui qui impulse le deal? Non, parce que on a d'abord été ensemble avant de mettre en place le deal. Okay. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, après ça, il m'a donné la gestion des cours de l'association. Et au fur et à mesure, en fait, c'était compliqué parce que comme c'est une association, tu dépends des locaux de la mairie. Et le problème des locaux de la mairie, c'est bien sans être bien, parce que du coup, quand ils ont besoin des locaux, des fois, ils te préviennent pas forcément. Tu viens pour donner ton cours, ils disent « Ah non, la salle, elle est pas dispo ». Et puis pendant un temps, c'est arrivé plusieurs fois. Et je lui avais déjà parlé de ce projet de vouloir ouvrir une structure. Et puis... instantanément, on s'est regardé, on a dit pourquoi on ferait pas la nôtre en fait, sans. Donc il y a une fibre d'entrepreneur chez toi.
Exactement. quelque chose qui était là, latent. Exactement. Lui, il gérait déjà, tu vois, il travaillait pour la mairie de Boissy-Saint-Léger et il avait mis en place, il avait monté tout le projet et monté la structure. Donc, il avait monté une structure, un studio d'enregistrement à Boissy que du coup, il a géré. Et c'est pareil, après, il y a eu des changements. Voilà, les horaires, ils ont voulu mettre des horaires administratifs. Sauf qu'on sait tous que les studios d'enregistrement, ça ne fonctionne pas la journée, c'est la nuit, tu vois. Donc, comme c'était encore une fois les locaux de la mairie, il était obligé de s'adapter. Lui aussi était coincé. Il était coincé. Et donc, voilà. Donc, ça a été... écoute, c'est quelque chose qu'on veut tous les deux. Lui aussi, il a cette fibre d'entrepreneur. C'est ça. Okay. C'est ça, cette fibre artistique. Cette fibre artistique, entrepreneur. C'est ça. Toi, tu es artiste et tu as aussi cette envie d'être autonome. C'est ça, exactement. C'est ça qui match. Qui match, exactement. Fait que vous décidez d'avancer sur le développement d'une idée. Voilà, okay. C'est ça. Ça va vite, c'est lent. Alors, ce qui a été lent, c'est de trouver le lieu. Okay. Parce qu'au début, on cherchait déjà une structure en fait établie. C'est-à-dire qu'on cherchait une salle déjà de danse qu'on allait racheter et prendre. Et après, les lieux qu'on avait visités ne nous convenaient pas forcément. Moi, enseignant déjà dans d'autres structures, j'avais pris en compte les paramètres de pas de poteau, pas de voisinage, parce que du coup, tu es obligé de gérer le niveau du son, tu vois. Et danser sans son... c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Donc... Espace. Exactement. Les vitres. C'est ça, et surtout les poteaux aussi. Tu sais, quand tu as des poteaux en plein milieu de la salle de danse, c'est un peu compliqué, quoi, décoré. Tu vois. Ou même quand un élève veut suivre et qu'il y a un déplacement, du coup, tu te retrouves devant le poteau à un moment donné, c'est pas forcément évident. Petit détail, mais très important. Exactement. Et du coup, Pilate a eu la bonne idée de dire, mais pourquoi on ne chercherait pas plutôt des bureaux et nous-mêmes, on les transformera pour en faire une salle de danse. Et c'est comme ça que c'est venu. Donc, on s'est présenté au début avec notre asso. Et donc, on s'est présenté avec notre asso. On est tombé sur un super bailleur qui a accepté qu'on prenne les locaux en tant qu'association. Et acheter non, location. En location. Maintenant, ça a un coût financier. Comme on sait tous, à partir du moment où tu entreprends... Ça a un coût financier, surtout que, comme je t'ai dit, c'était des bureaux, donc il fallait tout casser, tout refaire. Pilate est doué de ses mains. Avec une équipe, du coup, ils ont tout pété. Et puis, on a tout refait nous-mêmes, les glaces, le parquet, tout. On a tout fait de nos mains. Ah ouais, c'est à votre image. Voilà. Mais pour ça, comme je t'ai dit, ça avait un coût. Et financièrement, en fait, on n'avait pas assez, quoi. Et donc, du coup, on s'est dirigé vers Fana, que tu connais. Oui. Voilà. On a été le voir, on lui a parlé de notre projet et on lui a dit, voilà, nous, on veut monter notre salle, mais ça a un certain coût et il nous manque. Donc, il a accepté d'investir, de prendre ce risque, parce que c'est un risque d'entreprendre. Et il a dit, allez, yallah, je vous suis. Donc, au début, on avait une salle. Et puis, au cours de l'année, le bailleur vient nous voir et il nous dit, si vous voulez, j'ai les locaux d'à côté qui se libèrent, si ça vous intéresse. Et parmi les profs, donc, on avait Guillaume Lorenz avec nous. Donc, c'est qui est un très bon ami aussi. Et donc, on en parlait, il était là, il a dit, mais faut sauter sur l'occasion, ça vaut le coup. On a dit, ouais, mais on est à notre première année. Nous, financièrement, on se retrouve déjà pas encore pour se permettre d'acquérir une deuxième salle. Il a dit, vous savez quoi ? Vas-y, moi, je m'associe avec vous et on y va, on se lance. T'es sûr ? Ouais. Ok, let's go. Donc, pareil, rebelote, on se retrouve à péter des murs, à refaire le sol, peindre, enfin, tout, quoi. Tu vois, tout agencé. Là, vous vous retrouvez à 4. C'est ça, on se retrouve à 4. Vous êtes à 4. Exactement. En parallèle, tu continues de travailler et danser. Donc, non, à ce moment-là, j'avais arrêté puisque, étant donné que j'ai eu la chance par les vidéos YouTube d'être contactée dans plusieurs pays, donc du coup, j'ai pu voyager et enseigner, tu vois. Donc, en même temps que tu faisais ça, tu avais arrêté ton boulot
comme on appelle ça, de coach. Ouais, Et tu t'es mis à voyager c'est ça. pour donner des cours à Pour donner l'étranger. des cours. Et monter en parallèle le studio. Et monter en parallèle le studio. Mais heureusement qu'il y avait Pilate et qui était fonctionnaire. Tu vois, à ce moment-là. Parce que, voilà, il m'a dit, c'est ce que tu veux faire? J'ai dit oui. Il m'a dit, ok, vas-y, lance-toi. C'est grâce à lui que j'ai pu arrêter le coaching et me lancer complètement dans la danse. Ok. Ça a pris. Ouais. T'as beaucoup voyagé. Exactement. Tu continues toujours? Je continue moins maintenant, mais je continue toujours à voyager. J'ai cette chance-là, parmi d'autres danseurs, de pouvoir vivre de ma passion et de pouvoir véhiculer ce que j'ai à partager avec les gens, quoi. Voilà. Donc en parallèle, il y a toujours la construction du Il y a la studio. construction C'est la du partie de studio. Pilate. C'est la Et partie des trois autres. C'est ça. Pilate, les deux autres. Pilate, il est vraiment. Les deux autres ont été très présents dans le soutien financier. Dans le financement. Et là, Pilate, C'est lui, ça. il est dans le dur. Ah, lui, c'est lui qui est au charbon, en fait. C'est lui qui est au charbon. Et voilà. Et avec Guillaume aussi qui nous aidait. Fana, toujours y passait, petit coucou, ça va, besoin de rien, coup de main. Toujours, on était toujours présents les quatre, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et puis après, il y a eu la deuxième salle et puis on a enchaîné et là on a dit ouais mais les gars c'est bien, on a 2 salles, c'est cool, on donne les cours le soir, c'est sympa, mais concrètement la journée il faut faire quelque chose. Et puis brainstorming. Donc les brainstorming, on les faisait toujours à 4 parce que même si Fana est un ancien danseur, mais du coup après il était manager, là il est manager d'artistes, donc du coup il est pas forcément aujourd'hui dans le milieu de la danse, mais tu vois toujours là, donc c'est toujours bien, tu sais, d'être entouré. Extérieur. Voilà, exactement. C'est ça. Donc du coup, on était là, brainstorming et tout. Et puis Pilate, il nous regarde, Guillaume et moi, il dit mais vous deux là, avec tout ce que vous avez vécu dans le milieu de la danse, votre évolution et tout, peut-être qu'il faut pousser le truc. Et on a dit mais ouais, mais c'est tellement logique. Donc du coup, on a fait brainstorming pour mettre en place une formation pour les gens qui veulent en faire leur métier. Et du coup, ce que nous, on a mis 10 ans à apprendre, leur donner les clés et les outils, parce qu'au bout de 2 années de formation, t'es pas, ça y est, le meilleur danseur du monde, mais t'as les clés pour pouvoir évoluer et grandir dans ce métier-là. Voilà. Donc, du coup, ça a été le brainstorming de OK, qu'est-ce qu'il faut apporter, dans quelle direction on va. Première année, on cible quoi? Deuxième année, on cible quoi? Comment on avance le truc, la recherche des profs de telle discipline. Est-ce qu'on fait pluridisciplinaire? Est-ce qu'on fait juste une discipline? Et voilà. Donc on s'est basé sur nos évolutions à nous et ce qu'on aurait aimé avoir à l'époque. Tu le sens le temps passer? Depuis que t'es jeune, tu te mets à danser jusqu'à tes groupes de copines et l'évolution, ça passe? Ça passe. C'est aujourd'hui que je le vois. Parce qu'aujourd'hui, on va arriver à la 10e année du studio et c'est là où j'ai fait « Ah, ok ». Ok, 10 ans. Ouais. Ok. Oui, c'est parce que tu danses tout le temps, après tu voyages, t'es perpétuellement... C'est un entrepreneuriat assez différent. Oui, c'est complètement différent. T'es comme un footballeur, toi. Tu vis de ta passion, c'est ta passion qui est devenue ton métier. C'est ça, exactement. Et puis c'est beaucoup de sacrifices aussi. Ouais. Je suis quelqu'un de très famille et puis j'ai pendant un temps j'ai pas vu ma famille comme j'aurais aimé la voir parce que du coup c'est du temps que tu consacres énormément. C'est pour ça c'est important que ton entrepreneuriat ce soit vraiment passionnel aussi, parce que si tu mets pas de toi, tu baisses les bras très facilement en fait, parce que tout n'est pas rose. Tu vois, tout n'est pas rose. Rebondissons là-dessus. Un de tes plus mauvais souvenirs? Il y a plusieurs étapes. C'est pas forcément des mauvais souvenirs, mais c'est des moments qui te font rebondir. Tu vois, il y a eu l'étape où j'avais mon appartement toute seule, que je donnais des cours, mais que du coup, moi, si je voulais évoluer dans la danse, il fallait que je paye d'autres cours et tout. Donc, coincé. Limité. Donc, par exemple, tu payes pas ta facture d'électricité. Donc, tu te retrouves sans électricité pendant un temps chez toi
parce que tu as fait le choix d'investir dans la danse, par exemple. Tu vois, donc tout n'est pas... C'est toi qui décides de prendre ce chemin-là. Tu vois ce que je veux dire? Et ça veut dire qu'il y aura forcément des inconvénients. C'est pas tout est beau, tout est rose. Il y a des moments qui sont durs. Ça, c'est le premier. Le deuxième qui a été difficile, c'est quand tu vois que financièrement, c'est compliqué. Et que... De vivre de la danse ou d'arriver à gérer les deux? Dans l'entrepreneuriat. Là, c'est dans l'entrepreneuriat parce que dans la danse, du coup, ça, j'avais capté et c'était un choix que j'avais fait. J'ai dit, c'est pas grave. Tu le découvres à ce moment-là ou tu te rends compte sur le tas que c'est difficile d'être entrepreneur? Ou tu le sentais déjà que ça allait être compliqué? Non, on savait que ça allait être compliqué, mais après, voilà. Pilates, il a appris sur le tas. Moi, j'avais fait des études, mais c'était pas forcément poussé. Donc, il y a des choses qu'on ne connaît pas, tu vois. Donc, que tu apprends sur le tas aussi. Donc, forcément, tu te manges des claques parce que t'as pas été dans le sens qu'il aurait fallu aller, tu vois. Donc, tu te relèves et tu dis, OK, donc je vais pas faire ce chemin-là parce que du coup, il va me faire aller dans le rouge. Et c'est pas le but, tu vois. Voilà. Donc... c'était pas forcément évident. Là où ça a été plus dur, c'était les périodes où, financièrement, où c'était chaud, parce que tu as des périodes qui sont creuses, comme l'hiver, où les gens viennent moins souvent. Donc, ça veut dire que tu as moins d'entrée d'argent et que du coup, ça va se répercuter sur février, mars, avril, où tu vas arriver devant les profs et tu vas leur dire, les gars, c'est chaud, j'ai pas assez de thunes pour vous payer. Et que toi, t'es danseur, donc tu connais ça. Et tu sais que c'est chaud pour eux financièrement aussi. Et toi, tu es dans la merde et tu les mets aussi dans la merde. Donc, c'est ces périodes-là qui sont un peu difficiles parce que, un prof ou un danseur, il se mettra jamais à ta place. Lui, il va se positionner en tant que j'ai donné mon cours, tu me dois les sous. Et c'est normal. C'est normal. Tu vois. Donc, c'est cette période-là qui a été un peu difficile. Assez compliqué. Voilà. Donc après, c'est refaire des mathématiques. OK, là, comment faudrait qu'on fasse? OK, on met ça en place pour réajuster, revisionner. Là, vous tous les deux complètement hors danse là. Ouais, là vous êtes dans la finance, dans le business fort. Au départ, quand vous décidez de construire, de créer cette salle pour gérer vos propres cours, là on est dans le rêve. C'est ça. Là on est waouh, on va monter notre salle, on va danser, on va kiffer. Te dire à notre mariage, parce qu'on a eu les clés pas longtemps avant qu'on fasse notre mariage, le jour de notre mariage, j'ai dit ouais, ça y est, on a notre salle, on a notre endroit à nous, maintenant on pourra faire ce qu'on veut, quand on veut. D'après moi, tu vois, c'est la vie. Et non, la vie nous a vite rattrapés. Elle met les choses en place. Mais voilà, c'est pas de regret parce que ça t'apprend 10 ans, il s'est écoulé à gérer ton truc, quoi, tu vois. Et si on devait recommencer, oui, on recommence. Après, on essaye de recommencer, mais ce qui serait top, c'est de recommencer avec tous les acquis qu'on a maintenant, quoi, pour pas refaire les mêmes erreurs. Tu vois. Donc là maintenant, c'est de guider les personnes qui souhaitent entreprendre. Fais attention à ça. Munis-toi d'un super expert comptable, parce que si t'as pas un expert comptable qui t'explique bien les choses et que t'es pas forcément calé là-dessus, tu vas louper le coche de certaines choses, tu vois. Donc et comment tu fais pour garder ta passion de la danse dans ces moments-là où justement tu es dans l'administratif avec Pilates, vous êtes en train de réfléchir à des solutions pour faire évoluer votre business? Tu vois, j'avais arrêté les cours réguliers parce que du coup, j'étais arrivée à un stade où les cours réguliers, j'avais l'impression de donner pour donner et c'était plus le cas de je transmets vraiment quelque chose. Là, tu vois ce que je veux dire? Dans la transmission. Parce que j'étais trop focus dans la structure, en fait, dans le fait qu'il faut la gérer, qu'il faut qu'elle tienne debout, qu'il faut, tu vois. Et puis il y a un autre point très important, c'est qu'il y avait aussi la vie de famille. J'ai deux garçons. Donc le premier va avoir 10 ans, donc il a quasiment l'âge du studio, et le deuxième a 3 ans. Donc il y a aussi ce côté-là à gérer. Qui est rentré en jeu. Voilà, qui est rentré en jeu.
notre chance aussi dans ça, c'est que le fait qu'on soit tous les deux dans la même structure, bah, on gérait notre emploi du temps, ce qui fait que j'ai pas eu à mettre mes enfants à la crèche. Et qu'on alternait tous les deux. Et donc, on a pu... il y a une bonne équipe, là. Voilà, il y a un bon tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est super important. Et en vrai, ce qui fait que tu tiens, c'est ce côté soudé. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'on est vachement complémentaires. Voilà, c'est ça. Tu vois? Qu'on est vachement complémentaires. Moi, je vais être laxiste sur certaines choses, puis là, du coup, il va être pointilleux dessus, et inversement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, on a réussi à trouver notre rythme de croisière. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà. Et c'est ça qui est super important. Pour que ça tienne, bah voilà, c'est les racines, il faut qu'elles soient profondes, quoi. Si les racines, elles sont pas assez profondes, l'arbre, il tombe. Tu dis? Le déclic du nom. Le déclic du nom? Ah, du studio émergé? Ouais. Et ben écoute, justement, on était là, on réfléchissait comment on peut l'appeler et tout. Émerger, il y avait le mot émerger. Moi, j'avais émergence avant. Émerger veut dire motiver, rassembler, générer. J'ai dit, mais pourquoi on va chercher midi à 14h en fait? C'est là. Ça représente ce qu'on veut faire véhiculer. Donc, on n'a pas besoin de prendre autre. Après, on a mis studio et non école de danse ou autre, parce que voilà, il y avait ce côté. Pilates, il est photographe aussi et musicien. Donc, du coup, voilà, ça ouvre les perspectives, exactement. Voilà, t'as tout capté. Et là, tu te remets. Bon, attends, il y a le voyage en parallèle. Parce que tu voyages, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis là. J'essaie de te suivre. Déjà, les voyages, ça te rend heureux? Ouais. Tu découvres d'autres civilisations, d'autres façons de penser, d'autres façons de vivre. Donc toi, forcément, ça t'enrichit, ça te remet en question sur ta vision de la vie aussi, tu vois. D'autres types de danse. C'est ça. En fait, tu donnes aux élèves, mais au final, tu as l'impression que c'est plus toi qui as appris d'eux que eux n'ont appris de toi. C'est un échange, mais l'échange, en fait, tu te dis qu'il est disproportionné, en fait. Tu vois? Parce que tu apprends énormément, surtout quand tu as la possibilité de rester un peu plus de temps et que les gens, ils veulent te faire partager leur culture aussi, en fait. Ouais. Tu vois? Et ça, c'est un enrichissement... pas besoin d'argent pour ça. À chaque fois que tu as voyagé, c'était étonnant. Une belle surprise. Ah ouais. Du renouveau. Complètement. Et, quels sont les pays qui t'ont le plus marqué? Ah, la grosse question. Le Brésil, la Colombie. La Colombie? Ouais. Taïwan. Brésil, pas choquant. Colombie, Taïwan... Ouais, ça m'a beaucoup touché. Taïwan, il y a beaucoup de breakers là-bas. Oui, il y a beaucoup de breakers là-bas. Mais Colombie, c'est quoi la danse? En fait, la rumba, là? Oh non! Non, c'est pas la rumba. Il y a énormément de... Il faut savoir qu'en fait, il y a une partie en Colombie, les palenques, qui se rapprochent énormément de l'Afrique. Ok. Énormément. Et donc, moi, j'y suis allée là dans le cadre de l'afro. Et ils ont des choses en commun avec l'Afrique, c'est impressionnant. Que ce soit les tisserands, que ce soit dans l'alimentation. Tisserand, ça veut dire les tissus, oui, la matière tissus, première. Okay. La façon dont c'est tissé. Okay. Exactement. Et même leur état d'esprit, t'as une partie de la Colombie qui se revendique vraiment africaine. Ah bon? Ouais, okay. Complètement. C'est vrai qu'il y a ah ouais, non, c'est intéressant. Ouais. J'étais à Carthagène et c'est là-bas où j'ai rencontré, parce que tu as la partie indienne et tu as la partie africaine. Okay. Et c'est... tu t'écoutes leur musique, ils ont une musique... Oh, j'ai oublié. C'est du soukous en fait. Ok. Et eux, ils font beaucoup de live band, donc à chaque fois j'y vais pour un festival, mais je les écoute quand ils jouent de la guitare. Mais je suis là, mais je suis impressionnée. J'ai l'impression d'entendre du Orlus Mambélé, tu vois, des Pépé Calais et tout ça. C'est impressionnant. Les gars, ils sont à fond. Ah ouais, si tu peux,
Va, écoute et ouais. Tu vas nous donner 2-3 festivals à faire et, Ah ouais, et on non, ira faire un tour. Ouais, c'est le festival des Caraïbes, justement. Là-bas. Ouais. C'est, et quand il tu est vas top. C'est le à marché Taïwan, culturel des Caraïbes. Et quand tu vas ailleurs, c'est un autre monde. Et c'est un autre monde. Et Taïwan, alors ce qui m'avait, parce que je fais, c'est nul, enfin c'est pas nul, mais j'ai toujours ce parallèle de connexion, tu vois. Au Mali, je vais chaque année parce que j'ai besoin de me ressourcer, en fait, tu vois. Et de retrouver ce côté de solidarité, de vivre ensemble, tu vois. Et en fait, j'ai retrouvé ça à Taïwan. Ok. Tu vois, c'est nul, hein, mais par exemple, enfin, c'est pas nul, mais peut-être pour certaines personnes, ils vont trouver ça juste vite fait. Mais pour moi, ça avait son importance. C'était pareil, c'était un camp dancehall. Et du coup, il y avait une soirée qui avait été organisée et c'était barbecue. Et en fait, là-bas, donc dehors, tu as les tables et au bout des tables, tu as le barbecue automatiquement, qui est fait. Donc chacun ramène son truc et tout. Et là-bas, bah, en fait, tout le monde voulait te faire goûter son truc. Tu sais, tu avais cet esprit de partage de tiens, j'ai peut-être pas assez, mais vas-y, je veux que tu goûtes, je veux que tu goûtes ce que nous on fait, comment c'est. Tu vois, cette notion de partage, ne serait-ce que dans le repas, en fait. L'humain est important. Exactement. Et à Taïwan, c'est ça qui m'a beaucoup touchée. Donne-nous un autre pays comme ça, tout aussi différent que des deux autres. Bah, le Brésil qui est différent de Taïwan. Et de la Colombie. Ah oui. Ouais, mais t'as quand même toujours cette idée de partage. Et ce qui me tue, c'est toutes ces ethnies en fait qui sont mélangées et qui vivent ensemble, quoi. Et toi, à travers ta danse, tu as envie, tu transmets tout ça quand tu donnes tes cours ou quand tu danses toi-même? Dans le cours et dans ma danse. Et dans ta danse. Ouais. Dans ma danse, tu vois, je considère pas que je suis super technique. Il y a des gens qui dansent 10 fois mieux que moi, tu vois. Mais j'ai un message à transmettre dans ma danse, en fait. Et c'est ça que je veux faire véhiculer aux gens et qu'ils le ressentent. D'ailleurs, en général, les gens le ressentent mieux en live que en visuel sur Internet, par exemple. Quand on est avec toi dans ton cours, dans le cours émergé plutôt, on ressent ces vibes-là. On va plus ressentir cette vibe-là que via les réseaux sociaux, par exemple. Aujourd'hui, tu arrives facilement à danser donner un cours ou danser pour toi, d'aller voir tes partenaires et de gérer tout le business? Aujourd'hui, j'ai trouvé un équilibre que je n'avais pas forcément avant. Mais tu vois, là, j'interviens, je donne des stages une fois par mois au studio. Donc, j'ai ma casquette c'est pareil, c'est moi qui suis à l'accueil, tu vois, pour accueillir les élèves. Donc, j'ai le côté artistique, en fait, je suis la directrice artistique. Donc, je gère les profs et tous les plannings, tout ça. T'es plus dans la gestion des profs eux donnent des cours. Que toi-même, tu donnes des cours. C'est ça. Ou tu donnes encore des cours. Moi, je donne que en stage. Que en stage. Ouais, en stage une fois par mois. Mais du coup, ça me permet de gérer et ma vie familiale et du coup le côté de la structure, la gestion de l'entreprise et voilà. Et c'est pour ça que mes déplacements, j'en fais moins. En général, j'en fais un tous les 2 mois, alors qu'avant, ça pouvait être toutes les 2 semaines ou toutes les semaines. Ok. Voilà. Au bout de 10 ans, c'est les 10 ans? La saison qui arrive, là, la saison 2020-2021, ce sera les 10 ans du studio. 10e année de cours. Vous avez un nouveau challenge? Ah ouais. Il y a plein de nouveaux challenges. Alors, je t'avoue qu'avec le confinement, il y a des réductions de challenge. Ouais, comme pour tous. Comme pour tout le monde. Donc, pour l'instant, le cap, c'est de maintenir le studio en vie, comme tout le monde, comme tout entrepreneur qui a sa structure et qui a dû subir, parce que du coup, notre secteur fait partie des secteurs le plus touchés. Ouais. Et voilà, donc du coup, il y a des choses qu'on met en stand-by et que dès qu'on retrouvera le cap, dès que l'équilibre sera maintenu, du coup, ces challenges, on les met dans un coin, tu vois, et on les ressortira au moment venu. Voilà. Mais on va quand même mettre en avant que ça fait 10 ans, quoi. Ouais, c'est important. C'est les 10 ans. Exactement. Je les ai pas sentis passer. T'as vu? Moi non plus. C'est là, quand on le dit, que je fais « Ah ouais, quand même !» Vous avez beaucoup d'élèves dans vos cours? Oui. Ouais, ça bouge beaucoup. Oui. Beaucoup de profs. Oui.
J'ai presque 40 profs. 40 profs? Ah ouais, parce qu'en fait, t'as un prof par soir quasiment. Un prof qui donne cours, mais une fois dans la semaine. En général, dans le milieu associatif, le même prof va donner 2, 3, voire 4 fois cours dans la semaine. Là, la majorité donne tous cours une fois dans la semaine. Donc, du coup, c'est très, très varié. Comme on a 2 salles et que les cours commencent à 19h30, donc j'ai 2 cours par soir, donc ça fait 4 cours en tout. Tout type de danse ou vous êtes spécialisé? Alors, on est beaucoup plus spécialisé dans tout ce qui est afro-caribéen. Donc, tu vas avoir toutes les danses afro quasiment. Tu vas avoir tout ce qui est donc dancehall, house, hip-hop. House et hip-hop un peu moins, mais on le propose quand même. Tu as aussi de la kizomba. Et après, il y a aussi le vogue qu'on propose. Donc, on s'ouvre un petit peu quand même à tout, mais qui reste de la rue quasiment. Voilà. Les nouvelles tendances. Yes. Vous les suivez? Et ouais, il faut. Hein. Ah, il faut. C'est laquelle la dernière tendance dans la danse? Ben, là, en fait, il y a le heels qui vient beaucoup à la mode. Le heels, ouais, je connais pas. C'est quoi? avec les talons. Avec les talons? Ouais, les danses. La danse en talons. Faut danser absolument en talons. Ouais. Donc, du coup, c'est très féminin, très sensuel. En ce moment, ça vient beaucoup à la mode. Après, les autres disciplines continuent toujours d'évoluer. Et puis, tu vas avoir, par exemple, en dancehall, on parle du old school, du middle school et du new school. Donc, du coup, tu as une évolution dans la discipline en elle-même, en fait. Tu vois. Et après, en afro, en ce moment, c'est à fond afro house, afro beat. Tu as toujours le dombolo coupé décalé qui est toujours là. Et voilà, tu as aussi l'afro jazzé. Ça évolue énormément. Voilà. Il y en a des danses. Hein. Ouais. T'es toujours aussi passionné aujourd'hui? Toujours, mais j'avoue que j'ai fait ma petite casquette de... Pas je suis l'ancienne, mais presque. Dans le sens où je vois les mises à jour, mais je vais pas forcément les mettre dans mon corps. Ok. Tu les laisses passer pour tes profs. Voilà, moi je reste dans l'univers qui me convient, tout en regardant ce qui se passe aujourd'hui et en prenant quand même des petits trucs, tu vois, mais pas forcément la carte de oui, il faut que j'y aille pour être à jour, pour tu vois, voilà. Tu te fais plaisir. Voilà, je me fais plaisir, exactement. C'est ça, être un bon patron, c'est de se faire plaisir. On a son propre compte, on fait un peu les choses comme on veut. Exact. C'est notre récompense. Exactement. Yes. Émerger, il y a pas mal de monde, ça se situe où? C'est donc au Quai d'Ivry. Donc, juste en face du centre commercial Ivry-Ranciel. Ok. Et donc, c'est à l'entre-deux, tu vois, c'est intramuros de Paris, quoi. Oui, c'est bien placé. Ouais. C'est votre seul espace de travail? C'est ça. Ok. Ouais. Studio Émerger, c'est Quai d'Ivry. Il y en a qu'un. C'est ça. Il y en a qu'un seul et c'est là où il faut aller. Il y a la coach Fatou Terra. Et attention, c'est ouvert à tout le monde. C'est toute catégorie socio-professionnelle, comme je t'ai dit. Et voilà, au niveau de l'âge, forcément, ça commence à 8 ans. Tu as des cours pour enfants jusqu'à 16 ans. Et après, de 16 ans jusqu'à celui qui a la force de danser. C'est ça. Voilà. Parce que pour moi, il n'y a pas d'âge pour danser. Il n'y a pas d'âge pour danser. La danse, c'est à tout le monde. Il n'y a pas d'élite. Et ça doit se vivre ensemble. Ta passion est toujours là, en tout cas, ça se ressent. Ouais. Tu regardes les clips, tu regardes ce qui se fait quand même. C'est ça, ouais, un petit peu, ouais. Pas tout le temps, mais dès que j'ai du temps... Tu transmets à tes enfants? Ouais, à fond. Ouais. Surtout Pilate, en termes de son, il leur fait écouter à fond. Ok, tu transmets... lui transmet le son, et toi, tu transmets la danse. Dans la danse, ouais, je leur impose pas, tu vois. C'est quand on est posé à la maison, on écoute du son, ils vont se lever, voilà, on va se lever, on va tous danser ensemble. On va tous danser ensemble. Tu vois, faut mettre une caméra chez toi. Mais voilà, j'impose pas, tu vois. L'année dernière, il y avait un camp aux Deux Alpes, donc j'ai emmené ma famille et tout. Et mon fils qui a Ouijé, le plus grand là, qui va avoir 10 ans, lui, il a dit « Maman, je prends ton cours. » Ah ouais? Oui, maman.
Et puis c'était émouvant pour moi et c'était fort parce que c'était un son qui était important pour moi à ce moment-là. Parce que tu vis des choses dans ta vie forcément, tu vas les exprimer, moi pour le coup à travers la danse. Et il y avait un son d'Adi Mori qui s'appelle Maximum que j'écoute depuis un bon moment et que j'arrivais pas à chorégraphier, et je sais pas, là-bas j'ai eu l'inspiration et je l'ai fait, et du coup mon fils m'a suivi sur ce cours-là. C'était du double, tu vois. Double génial. Ah ouais, double génial. C'était trop bien. Tu les filmes, ces moments-là, tu les suis. Il a fait. Après, le problème, c'est que, tu vois, je suis pas assez à la carte dans tout ce qui est, réseaux sociaux les et gens, tout. Je publie, mais pas forcément. Ce qu'on voit, ce que tu nous dis là. Voilà. Ah, dommage. Donc, les gens ont filmé. Donc, il y en a quelques-uns qui ont vu. Tu vois, mais après c'est vrai, il faut que je demande même au staff, parce que je sais qu'il y avait une équipe de prod qui a filmé ce jour-là, il faut que je leur demande parce que c'est un souvenir qui se garde, quoi, tu vois. C'est un souvenir de fou, le petit en train de danser c'est clair, sur quelque chose que toi-même tu as eu du mal à mettre en place. C'est ça, c'est ça. La transmission, elle est donnée là. Ouais, exact. Elle est là. Exact. On va lui souhaiter. Et après c'est surtout les valeurs que tu veux transmettre, quoi, aux enfants. Et c'est eux qui choisissent celle qui leur convient. Et qu'est-ce que tu transmettrais aux autres entrepreneurs ? De pas lâcher. Je sais que c'est pas évident, qu'on nous met souvent des bâtons dans les roues, que regarde, moi par exemple, mon petit bagari, ma petite tête, on me considère pas comme un entrepreneur. En même temps, je me positionne pas comme tu sais, je mets pas une casquette pour dire hey, je suis entrepreneur, donc respectez-moi. Je suis pas dans ce principe-là, tu vois. Mais l'habit fait pas le moine, en fait. Ah, carrément pas là. Donc non, t'as envie de faire ça, fais. Maintenant, tu sais qu'il y aura des inconvénients. Garde le cap et entoure-toi surtout des bonnes personnes. C'est ça le plus important. C'est le plus important. C'est s'entourer des bonnes personnes qui te donnent la force pour pouvoir avancer et qui puissent te dire clairement, là, non, c'est de la merde, là, c'est bien, là, c'est... Tu vois ? Et voilà. Parce que tout seul, non. On avance plus vite tout seul. Pas très loin. Mais pas très loin. Exactement. Pas très loin. Voilà. L'objectif est d'aller loin. C'est en ça. tout cas, pour le studio émergé, on te souhaite de fêter des bons 10 ans. Ouais, merci beaucoup. Moi, je serai là. Moi, je serai en train de danser. Je sais, ça fait plaisir. Je serai en train avec de danser. Grand plaisir. Avec le genou cassé, mais on danse quand même. Je te jure. Non, et qu'est-ce que tu transmettrais aux gens qui sont pas forcément dans la danse, qui aimeraient peut-être passer le cap ou pas, à la population? Qu'est-ce que tu leur transmettrais par rapport à la danse? Par rapport à la danse? Ouais. Moi, la danse, je la considère, elle fait partie de la vie, en fait. Comme je t'ai dit au début de l'interview, pour moi, la danse, elle est là. Quand quelqu'un naît, tu danses de joie. Quand il passe son examen, tu danses de joie. Quand il va se marier, tu vas danser aussi. Tu vois, dans certains pays, quand il y a le décès, tu vas danser aussi. Donc, en fait, ça te suit en fait toute ta vie. Et c'est une façon de s'exprimer, que ce soit la danse, que ce soit la peinture, que ce soit l'art en général en fait. Tu vois. Pour moi, chaque être humain a une partie culturelle en fait à mettre en avant. Donc peu importe que ce soit n'importe quelle discipline, tant que ça reste de l'art, de la culture et que c'est une façon que tu puisses t'exprimer, il faut le faire. Même si tu as ton boulot à côté. Mais c'est ça, pour moi, qui te permet d'avoir un équilibre et de pouvoir avancer correctement. Voilà. Tu as un exemple d'avancée, tu as un exemple de réussite, tu as un exemple de comme beaucoup d'autres invités, je fais ce que je veux et j'y vais. Je crois, c'est difficile. Il y a des moments, il faut savoir écouter les personnes au-dessus de nous qui sont là pour notre bien. Bien sûr. Faut savoir aussi prendre son courage et aller de l'avant. Ouais. Quand c'est dur, serrer les poings, mais continuer. C'est ça. Faire de bonnes rencontres. Exactement. Avoir les bonnes personnes, j'allais dire binôme, mais il y a un bon binôme pour toi. Il y a un bon binôme. Mais il y a aussi les bonnes personnes qui entourent tout ça. Ouais. Échanger, parler, se dire les choses
et faire évoluer le projet. C'est ça. Pour garder cette passion qui t'anime. C'est ça, J'espère exactement. qu'on la ressent à travers le micro, parce que tes yeux ils brillent. Dès que tu dis danse, ça va dans tous les sens là. J'espère. Donc moi, si tu veux le mot de la fin, je te laisse le dire. Passez nous voir, vos réseaux sociaux. Oui, vous pouvez venir quand vous voulez. Comme j'ai dit, la porte, elle est ouverte à tout le monde. Donc, vous avez le site internet Studio Émergé, l'Instagram, le Facebook aussi. Donc, idem Studio Émergé. Et voilà, n'hésitez pas. Donc là, on va être fermé donc, du 1er au 17 août, mais c'est pour revenir en grande pompe. Voilà, ceux qui veulent danser avec moi, vous me retrouverez au Studio Émergé. Yes. J'ai des pas funky. Ok. Bon, on vous dit au revoir. Fatou, je te dis au revoir. Merci Papou, ça fait extrêmement plaisir. Ouais, je suis content de t'avoir eu et t'avoir entendu t'exprimer sur ta passion. Ouais. Je vais saluer mes sponsors. Là, j'ai la Lazinerie qui m'aide à organiser ce podcast. Majorel Studio qui me fournit le matos, le matériel pour que vous entendiez ma voix de velours. Hein. Teddy Beau qui est là pour me suivre sur des shootings photos, qui travaille au niveau de l'image. Vibe Optique parce que tonton aime mettre des lunettes. Et African Armure qui sponsorise tout ce beau monde pour moi. Voilà, je vous dis see you soon. Yes. Hein? Peace. Peace.